surtout des grands démagogues et des grands manipulateurs, c'est de dévaloriser l'espèce ou la partie de la population qu'elle veut massacrer. Puisque les Allemands étaient des gens comme tout le monde et ils ne pouvaient pas comme ça d'un coup massacrer des millions de gens, massacrer des enfants. Et l'idée c'est qu'ils n'ont pas massacré des enfants, ils ont massacré des cafards pour eux. Et cet endoctrinement qui a duré des années, qui était nécessaire et qui était perpétuel, parce que beaucoup devenaient malades à tuer des enfants et il y avait un endoctrinement perpétuel, comme il y en a maintenant un endoctrinement perpétuel. Il s'agit de mettre à distance la sensibilité que nous avons envers les animaux et surtout de nier que nous leur devons quoi que ce soit. Et ainsi, nous pouvons continuer à les exploiter en bonne conscience et surtout, ceux qui sont en haut continuent à s'enrichir. Mais cet asservissement vis-à-vis de l'animal ne nous sauve aucune illusion, on le pratique également de la même manière sur l'homme. Donc l'asservissement, ce n'est pas forcément uniquement l'animal. En fait, c'est l'idée, vous avez tout à fait raison. Certes, c'est sur les animaux autres que les hommes, mais l'idée de fond, c'est l'idée de domination. Nous exploitons celui qui est plus faible que nous. Qu'il soit homme, qu'il soit chien, chat ou mouton, peu nous importe. D'ailleurs, en cela, et surtout par rapport aux animaux, on le voit beaucoup, nous sommes en plein dedans dans la théorie hitlérienne qui, Hitler, dit dans Mein Kampf, que je n'ai pas lu mais certaines phrases, il dit que celui qui n'a pas le pouvoir perd le droit à la vie. Qu'ils soient hommes, pour eux c'était des hommes, les juifs, ils reconnaissaient quand même dans un sens que c'est des hommes. Et maintenant les animaux n'ont pas le pouvoir, donc ils perdent le droit à la vie. Nous appliquons aux animaux, ça peut paraître choquant dans un sens, mais nous appliquons aux animaux des théories nazies. Nous sommes plus forts qu'eux. Et nous leur faisons tout ce que nous voulons. Nous les montons, nous les découpons en morceaux, nous faisons des expériences sur eux, nous leur plantons des épées pour le spectacle, etc., etc. Nous leur faisons tout ce que nous voulons, et cela pour une seule raison, parce que nous sommes plus forts. Il y a un surinvestissement par rapport aux chiens et aux chats. Le nombre de gens en France, en France qui ont des chiens et des chats, c'est colossal. Enfin, moi, j'ai un chat, je suis complètement surinvesti sur un prix. Par rapport à au moins ces espèces-là, je ne sens pas du tout ce que vous exprimez là. Bon, par rapport aux vaches, aux animaux pour se nourrir, je peux bien l'entendre. Mais par rapport à d'autres espèces, je ne comprends pas le monde. Qu'est-ce que vous dites? En fait, il ne s'agit pas de dire que... Nous, on vit dans un microcosme aussi, on ne voit pas ce qui se passe. Voilà, il ne s'agit pas de... De manière générale, en France, il y en a plein. Il ne s'agit pas de dire qu'individuellement, tous les animaux sont torturés et massacrés. C'est complètement faux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mourraient même pour les animaux avec lesquels ils vivent. Je le sais, c'est une évidence. Mais il s'agit de dire que le système, dans l'ensemble, qui accepte le fait, et comme dit Gary Franson, qui accepte que les animaux soient des propriétés des hommes, c'est ce système-là qui est mauvais, qui est fondamentalement injuste. Parce que dans ce système-là, non seulement on leur enlève tout droit à la liberté qui devrait être naturelle pour eux, et on les fait rentrer dans des théories qui ne les concernent pas, des théories de droit, des théories philosophiques, religieuses, qui ne les concernent pas, ils n'en ont rien à faire de nos théories. Des fois même nous n'en avons rien à faire, alors eux, qui ne les comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas le même langage. Donc, les individus animaux ne sont pas tous massacrés, mais dans l'ensemble, je peux vous donner des chiffres si vous voulez. Non, vous voulez pas? Bon. Donc, en fait, les chiffres, c'est tout simplement, on peut dire, pour quelques animaux qui peut-être vivent bien, il y a des milliards qui se font massacrer. Et c'est le système d'ensemble qui les broie. On peut dire aussi, pour faire une autre analogie avec le racisme, vous savez sûrement mieux que moi que certains esclaves, quand le racisme a été, quand l'esclavage a été aboli aux États-Unis, se sont suicidés. Est-ce à dire que c'était une bonne chose? Sûrement pas. On les a mis certes dans une situation de dépendance telle qu'ils ne voyaient pas d'avenir sans leur maître,
Mais personne n'a osé, enfin, s'il y en a certains qui ont osé, mais bon, personne n'a osé affirmer sérieusement que l'esclavagisme c'était une bonne chose parce que certains Noirs n'ont pas pu vivre sans leur maître. Il en est de même des animaux, ce n'est pas parce que certains animaux sont bien, et encore, on ne peut pas vraiment savoir s'ils sont mieux avec nous que dans leur espèce. On ne peut pas savoir parce que c'est vrai dans un sens, on les prive aussi, on leur interdit de vivre avec leurs congénères, on les fait vivre chez nous, des fois dans des appartements, des fois dans des maisons, et même si on les aime, c'est peut-être pas l'amour dont ils ont besoin. Je ne sais pas, on ne peut pas vraiment savoir pour eux. Donc ce système-là, qui accepte que les hommes aient la possession des animaux et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, ils ont le droit de vie et de mort sur eux. Certes, en France, on n'a pas le droit de tuer son chien. Pourtant, il y a certains qui le font sans forcément trop de punition ensuite. On a le droit de tuer sa vache, son mouton, son poulet. Qui nous a donné ce droit-là? Personne, c'est la force. C'est la force que nous avons sur eux. C'est qu'il faut manger quand même. Quand il faut manger. Oui, donc c'est qu'il faut manger. Vous avez croisé bon, il fallait manger. On mangeait les animaux vivaient aussi. Bon, alors après, évidemment, c'est devenu plus catastrophique, plus vicieux. Le démarrage, c'est pas la faute de l'homme. En fait, non, surtout pas. Avant, non. Au démarrage. Au démarrage. On était végétarien. Au démarrage, je pense, si on suit la théorie d'Yves Coppens qui dit que l'humanité est partie d'Afrique, d'abord à manger des végétaux, on était végétarien. Après, par nécessité, on a mangé des animaux. Il ne s'agit pas de culpabiliser ces gens-là qui n'avaient pas le choix. Les animaux nous mangeaient aussi. Et les animaux nous mangeaient aussi. Donc il ne s'agit pas de culpabiliser ces gens qui, il y a quelques centaines de milliers d'années, voire 2 millions d'années, ont eu la nécessité, pour survivre, de manger les animaux. Il s'agit de dire que maintenant, et ce n'est pas une question de nourriture, mais il s'agit de dire que maintenant, nous avons un choix à faire, et en tout cas, il faut faire en sorte d'avoir un choix. Et vous dites... Lequel choix? Lequel? En fait, l'idée c'est... Moi, je ne réduis pas les animaux, l'exploitation des animaux à l'exploitation alimentaire. Certes, l'exploitation alimentaire fait 98% des animaux tués. Ça, c'est un fait. Mais il y a une autre exploitation qui est l'exploitation idéologique, qui permet justement l'exploitation alimentaire. L'idée qui affirme, et je vous renvoie à l'image du début, l'idée qui affirme qu'il y a une espèce, la nôtre, qui a plus de valeur et qui est supérieure aux autres espèces. Pourquoi elle est supérieure? Personne ne sait vraiment, c'est juste que ça nous arrange dans un sens. Mais donc cette idée-là qui affirme que notre espèce est supérieure nous permet, en bonne conscience, de les manger, ok, mais aussi de les... Non, c'est pas à cause de ça, c'est parce qu'il faut qu'on mange. Oui, d'accord. Il n'y a pas besoin de se poser la question si on est supérieur ou inférieur. C'est deux choses différentes. Les végétariens mangent du poisson. Normalement. Les végétariens. Un vrai végétarien ne mange pas de chair animale. Le poisson, c'est un animal. C'est pas pour nous. Oh, c'est. Oui, dans les années, on n'a jamais été malade. Jamais. Donc la différence entre le véganisme et le végétarisme et le végétalisme, c'est que le végétarisme, c'est un système alimentaire. C'est alimentaire. Les végétariens peuvent être végétariens pour des questions de santé, pour des questions religieuses, pour des questions de goût, pour des questions de prix, etc. Ils peuvent tout à fait être végétariens et être toréadors. Au fond, ça n'a pas c'est juste qu'on met dans la bouche. Le végétalisme, c'est encore un système nutritionnel qui exclut tout ce qui vient des animaux, donc pas de viande, pas de poisson, voilà, mais aussi pas de lait, pas d'œufs, et qui peut être pareil, dû à des convictions religieuses, à une question de goût, à une question de santé. Le véganisme, ce n'est pas juste une question de nourriture, c'est une question de justice.
Il ne s'agit pas de dire je ne mange pas d'animaux pour des questions de goût, etc. Mais je n'exploite pas, je ne contribue pas à l'exploitation des animaux, je la boycotte pour une question de justice. Donc c'est une philosophie qui va beaucoup plus loin que la nourriture. Je conteste un petit peu quand même ce que vous dites, parce que je considère que je fais partie des végétariens peut-être de la première heure, mais pas antédiluvienne, et que le choix d'être végétarien implique complètement ce que vous développez, vous, en tant que véganiste. Je ne voulais pas dire que... Si, parce que vous avez dit que le végétarien, c'était simplement un principe alimentaire pour lutter contre un problème de santé. C'est ce que les réflexions que j'ai eues, moi, il y a 35 ans, comme quoi j'étais au régime, comme quoi j'étais malade, etc. Bon, c'est aussi des réflexions que j'ai eues de certains médecins qui étaient très violents à mon encontre quand j'ai choisi d'être mère et d'élever mon enfant végétarien. Donc, attention à ce que vous dites. Je pense qu'on en a fait quelque chose de vraiment alimentaire ces derniers temps, mais les végétariens, si vous avez déjà rencontré des végétariens d'il y a pas mal d'années, ils ne vous diront pas qu'ils sont simplement sur des raisons alimentaires. C'était pas ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'on peut être végétarien sans des questions, des considérations éthiques. Ça va avec. C'est forcément. Pas forcément. J'ai connu des végétariens qui ne sont pas des végétariens pour des convictions éthiques. Il y a des intégristes partout. Oui. C'est pas des intégristes. Moi, j'ai souvent croisé des végétariens. C'est pas une incohérence. Il y a des gens qui, par exemple, sont malades. Ils ne peuvent pas manger de viande. Ils ne peuvent pas. Et pourtant, ils ne pensent pas aux animaux. Je sais qu'il y a des végétariens qui pensent aux animaux. Je ne disais pas qu'il n'y en avait pas. Je disais juste qu'on peut être végétarien sans penser aux animaux. Dans tout système, il y a les extrémistes. Et ça, je peux vous le dire, c'est quand même 35 ans que je suis végétarienne. Et j'en ai croisé beaucoup. Qu'est-ce que vous appelez extrémiste? Eh bien, dans les raisonnements. Dans les raisonnements, dans les façons d'être, dans l'exclusion. Au même titre que j'ai souvent été exclue parce que j'étais végétarienne. Et entre végétariens, ils s'excluent aussi. Par exemple, vous prenez les gens qui sont macrobiotes. Moi, j'ai eu à être en contact avec les macrobiotes. Ils sont extrêmement exclusifs. Donc, je dirais que c'est les extrêmes qui sont dangereux. Et on peut trouver des extrêmes dans tous les systèmes. Le terme d'extrémisme, l'extrême est très intéressant. C'est vrai qu'on me le pose souvent. On me dit, mais tu ne veux tuer aucun animal? Jamais. Ben non. Mais tu es extrémiste. Ça se fait pas. Tu ne veux même pas tuer un animal de temps en temps? Un petit cochon par-ci par-là, un petit mouton par-ci par-là? Non. Non, je ne veux pas. Mais tu es extrémiste. Et je repose la même question. Certes, c'est une espèce différente, mais peu importe. Ce qui compte, c'est la façon de réfléchir. Quelqu'un qui s'appelle humaniste et qui se bat pour les droits des enfants de par le monde, noir, blanc, jaune, etc., qui vient me dire, mais tu sais que c'est une réalité, un enfant meurt de faim, pas le même, hein, mais un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes sur la Terre. Pourtant, on a de la nourriture pour nourrir 11 milliards de gens. Et comme dit Jean Ziegler, chaque enfant qui meurt de faim dans le monde est en fait assassiné. Donc, quelqu'un qui se bat contre, surtout la faim dans le monde, et pour le droit à la vie, à une vie digne pour tous les enfants. Et je lui demande, mais tous les enfants, même les Noirs? Ben oui. Même les Chinois, là? Ben oui. Mais tu es extrémiste. Disons que l'idée, en fait, quand on passe du côté des hommes vers les animaux, on devient extrémiste. La même idée devient extrémiste. Pourquoi serait-il extrémiste de vouloir laisser vivre quelqu'un? Ce qui est extrémiste, dans la vraie définition du terme, l'extrême, en fait, c'est ce qui est tout au bout. Après, l'extrême, il n'y a rien, c'est la fin. L'extrême, c'est la fin. Par exemple, l'extrême de cette table-là, c'est ici. Ici, ce n'est pas l'extrême. Donc, l'extrême d'une vie, c'est la mort. Ce n'est pas extrémiste de laisser vivre. Ce qui est extrémiste, c'est de tuer. Ça, c'est extrémiste. Donc, il y a une vraie confusion des termes. Et pourquoi il y a cette confusion des termes? C'est encore une fois, comme je disais, les gens ne sont pas barbares. Et plutôt que de remettre en cause une habitude qui certes date, ils préfèrent refuser ce qui fait du mal à la conscience. Oui, mais je crois qu'il faut aller plus loin que ça. Je veux bien. Je suis preneur. Il ne faut pas être hypocrite.
lorsque vous acceptez le réchauffement climatique et que vous tuez du corail ou des madrépores et autres, en fait, vous supprimez donc une partie des espèces animales. Donc vous n'allez pas les tuer directement, mais le fait de notre civilisation va faire qu'on va en exterminer un certain nombre. En fait, il y a des crimes, des exterminations qui sont indirectes, c'est une évidence. Le simple fait de vivre tue les autres et nous tue nous-mêmes. Donc, nous sommes qu'un passage. L'important, certes, est là aussi, mais ce n'est pas l'idée principale. L'idée principale, c'est que ce qui est directement lié à notre comportement doit être combattu. Ce qui est indirectement lié peut être combattu. Mais peut-être qu'on ne peut pas. Mais si, imaginons un monde où tous les êtres sentients, donc de l'enfant et de l'homme jusqu'au poulet, ont le droit de vivre, ont le droit d'être libres et sont respectés, tous. Donc il n'y aurait plus d'extermination d'espèces, il n'y aurait plus de déplacement. Disons que le paradigme même du positionnement de l'homme dans l'univers et sur la Terre changerait. Il n'y aurait plus d'exploitation. Certes, c'est un idéal. Je ne dis pas ça, mais ce que je dis, c'est que si on avait une autre approche, on éviterait aussi des conséquences indirectes. Mais vous ne croyez pas que ces discussions sont faites par des gens qui mangent à leur faim? Que toutes ces questions, dans des pays où l'on crève de faim, on a des gosses squelettiques, est-ce qu'ils ont encore ces idées dans la tête de philosophique et on doit pas? Non, je ne crois pas. Ce qu'il faut, c'est manger aujourd'hui, point final. C'est normal. D'ailleurs, la philosophie a commencé grâce à l'esclavage. Les philosophes de la Grèce, donc les philosophes grecs, les philosophes de la Grèce antique n'ont pu philosopher parce qu'ils avaient des esclaves. La philosophie, c'est peut-être une bonne chose, c'est une question philosophique justement si c'est une bonne chose, mais l'esclavage ne l'est peut-être pas. Donc oui, cela nous permet à nous, parce que nous mangeons à notre faim, de disposer de temps et de loisirs pour réfléchir. Mais justement, il faut le faire parce que nous pouvons. Ceux qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, donc on ne peut pas leur... Disons que le véganisme, ou la réflexion morale dans son ensemble, n'est pas une réflexion de riche. Quand on discute de littérature, j'ai entendu personne nous dire vous vous intéressez à l'art, à la littérature, vous ne croyez pas que c'est un domaine de riche, ça? Vous croyez que les gens qui meurent de faim, ils s'intéressent à la littérature? On ne peut pas discréditer la littérature comme ça. Certes, il y a des gens qui meurent de faim, mais une raison de plus que nous, qui avons les moyens de réfléchir, devons le faire. Alors, est-ce que le lion qui bouffe une gazelle se pose la question? Question très intéressante. Donc, c'est une vraie question. Il y a ce qu'on appelle, en général, des agents moraux et des patients moraux. Un agent moral, en philosophie surtout, c'est quelqu'un qui peut agir moralement, quelqu'un qui peut se donner un but, des principes et les appliquer. Quelqu'un qui est patient moral, c'est quelqu'un qui peut subir et ressentir certaines conséquences de certains actes. Il y a des êtres qui sont et des agents et des patients. Ce sont les êtres humains, jusqu'à la preuve du contraire. Nous pouvons agir moralement, c'est-à-dire nous pouvons nous donner un principe et l'appliquer, et nous pouvons aussi subir quelque chose. Jusqu'à la preuve du contraire, les animaux sont seulement des patients moraux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se dire, s'arrêter un jour dans leur vie et se dire comment est-ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on m'a appris, est-ce que c'est une chose juste, est-ce que je ne pourrais pas vivre autrement, est-ce que je ne pourrais pas penser autrement. On ne sait pas si les animaux peuvent le faire, mais ce qu'on sait, c'est que nous pouvons. Et si nous pouvons, nous devons. On ne peut pas prendre d'exemple sur les lions, peut-être. Peut-être que les lions ne peuvent pas le faire. Mais s'ils ne peuvent pas le faire, tant pis pour eux. Mais nous n'avons pas de justification, puisque nous avons cette capacité-là. De même que quand on parle de choses morales, mais à l'intérieur de l'humanité, de l'exploitation, etc., on ne dit pas, mais croyez-vous que les animaux se posent cette question? Certes, il faut être contre la délinquance, l'exploitation des pauvres, mais croyez-vous que les animaux se posent cette question?
Non, peut-être qu'ils ne s'en posent pas, mais ce n'est pas une raison pour que nous ne fassions rien. Nous avons cette capacité, et cette capacité nous oblige. Comme disait Kant, tu peux, donc tu dois. Ah oui, c'est sûr que ce n'est pas... Puisque là, vous êtes en train de dire que l'homme a une capacité de réflexion, etc., que l'animal n'a pas. Alors pourquoi vous l'évitez? Donc, je ne sais pas si tout le monde a entendu, la question c'est pourquoi est-ce qu'on met, mais pourquoi est-ce qu'on met les animaux et les hommes à égalité, puisque justement là je suis en train de dire qu'on est différents. En fait, on est différents, mais on n'est pas supérieurs. De la même manière qu'un adulte n'est pas supérieur en valeur à un enfant qui ne sait pas réfléchir rationnellement. De la même manière qu'un adulte en pleine possession de ses capacités psychologiques et intellectuelles n'est pas supérieur à un adulte qui malheureusement est handicapé mental, de la même manière, l'espèce humaine n'est pas supérieure aux autres animaux, elle est seulement différente. Et cette différence-là, on pourrait peut-être l'utiliser pour faire un peu plus de bien sur cette terre, ou en tout cas moins Est-ce que ce de point mal. de vue-là est partagé par tous les philosophes en ce moment ou pas? De la non-supériorité de l'homme, de la différence. Non, loin de là. C'est même tout le contraire. Surtout que là, il y a une certaine mode. Certains appellent le véganisme ou le végétarisme une mode. Donc du coup, ils se positionnent à contre-courant parce que du coup, ça fait vendre. Il y a même, on voit sortir des livres qui s'appellent Apologie du carnivore. Ils n'auraient pas sorti il y a 15 ans parce qu'on ne parlait pas de ça, mais maintenant... Donc, non, tous les philosophes ne sont pas d'accord avec cette idée, mais ce qui compte, pour moi, c'est pas ce que disent les philosophes, c'est pas ce que disent les scientifiques, c'est surtout ce qu'en pensent les animaux. Pour toute théorie morale, pour toute tentative de vouloir faire le bien, il ne s'agit pas de demander aux autres qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis d'accord, mais je vous posais la question parce que vous avez commencé votre exposé Oui, avec Descartes. D'accord. Il y a des philosophes à l'époque actuelle, comme c'est plutôt un théoricien du droit, mais il écrit aussi beaucoup de philosophie, comme Gary Francione, qui affirme que tous les êtres sentients sont égaux. Il y en a d'autres qui font encore et encore du spécisme. En France, il y a une philosophe qui est très connue, qui s'appelle Elisabeth de Fontenay. Il a écrit un livre, par exemple, qui s'appelle Sans offenser le genre humain. Le titre est éloquent. Elle a écrit aussi un livre qui s'appelle Le silence des bêtes. Et c'est une femme qui a beaucoup de connaissances, qui est très documentée, mais son idée, c'était que les animaux restaient quand même inférieurs à l'homme. Et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'histoire. Et puisqu'ils n'avaient pas d'histoire, ils n'avaient pas la même valeur que nous. Donc c'est une femme qui s'affirme dans la cause animale, et en même temps, elle ne remet pas en cause le fait de traiter les animaux comme des moyens pour notre bon plaisir, ce que j'appelle une totale incohérence morale. Et c'est pour ça que je reviens à ce que les animaux voudraient, parce qu'on est tous là à se dire moi je pense que les animaux veulent ci, moi je pense que les animaux veulent ça, non c'est comme ça qu'ils doivent vivre, etc. Mais eux, on ne leur a pas demandé leur avis. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Et la moindre des choses, c'est de s'intéresser à ce qui est bien pour eux. De la même manière que si on veut faire plaisir à quelqu'un qu'on aime, on ne lui fait pas un cadeau que nous on aime, on lui fait un cadeau que lui il aime, ou qu'elle elle aime. Et pour les animaux, c'est pareil. On ne va pas leur coller des théories sur leur espèce, sur leur monde, sur leurs valeurs, sur leur utilité, mais il s'agit de les laisser voir aussi, de les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. Et on verra que je pense qu'il y a peu qui courent vers nous quand on a un couteau dans la main. Là, concrètement, vous voyez quels axes possibles? Donc les axes possibles, à part, il s'agit déjà de réfléchir philosophiquement, pourquoi pas, à cette différence qu'on a mise entre notre espèce et les autres espèces animales, qui d'ailleurs ce sont des millions. Il s'agit aussi des millions d'espèces, donc des milliards d'individus. Il s'agit aussi de les considérer comme des individus à part entière et de ne pas croire qu'ils sont interchangeables. Souvent, on me dit ouais, mais il y en a beaucoup des animaux, donc on peut en tuer quelques-uns. Bah non, parce que pour celui qui meurt, c'est la fin de tout. Ce n'est pas parce qu'il y a 1,5 milliard de Chinois que tu es un Chinois, c'est plus grave
que s'il n'y en avait qu'1 million de Chinois, l'être qui meurt, meurt. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs qui meurent à côté. Donc la piste, c'est de les traiter comme des individus, c'est de réfléchir au traitement qu'on a, c'est de réfléchir au langage que nous avons, parce que le langage, c'est aussi une domination des animaux. La piste, c'est aussi d'appliquer dans notre vie nos convictions, parce que moi, honnêtement, et ce n'est même pas de la démagogie, je crois que la plupart des gens n'aiment pas ce qu'on fait aux animaux, mais qu'ils le cachent. Ils le cachent parce qu'ils n'osent pas. Vous disiez tout à l'heure, on vous a traité, je ne sais pas combien de fois, d'extrémistes, de ci, de ça, et pourtant, vous vouliez faire le bien. Mais on n'aime pas ça. On n'aime pas quand les gens veulent faire le bien parce que ça nous renvoie une mauvaise image. Dans tous les domaines, il ne s'agit pas de dire que c'est dans ce domaine-là uniquement. Et il y a une pression sociale qui nous oppresse. Et quand on n'ose pas aller à contre-courant, on va contre nos convictions, très souvent. En vous écoutant, forcément, je pense à l'actualité et au débat qu'il y a eu sur McDonald's. Oui. Moi, c'est pas pensé. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Je veux dire qu'à ce moment-là, et si l'on joue un peu sur les mots, nous sommes toujours des anthropophages. Ça n'a rien changé. Donc nous sommes toujours des anthropophages. Et là, vous dites ça d'un point de vue matériel, mais on peut dire ça aussi d'un point de vue symbolique. Pourquoi serions-nous des anthropophages? Certes, je vous ai parlé des droits des animaux, de leur droit à vivre, à ne pas se faire torturer, à ne pas se faire enfermer, mais cette cause animale ne concerne pas que les animaux, elle est beaucoup plus large. Déjà, comme je disais tout à l'heure, sur une terre, même un poulet, je dis même, c'est un peu guillemets, sur une terre où même un poulet aurait le droit de vivre, je n'ose même pas imaginer à quel point les êtres humains seraient bien. Donc, au-delà du fait que pour nourrir les animaux, tout simplement, nos animaux, pour nourrir nos animaux, on affame des populations entières. Vous savez mieux combien on déforeste l'Amazonie pour faire du soja, combien on déplace des populations d'hommes, certes, qu'on tue, bien sûr, des fois, s'ils ne veulent pas, parce que c'est leur terre, mais bon, et des populations d'animaux aussi pour faire des monocultures, pour nourrir les animaux de l'Occident. Donc c'est une catastrophe humaine aussi, c'est une catastrophe environnementale. Savez-vous que l'industrie de la viande, tout simplement, pollue plus que toutes les industries de transport réunies? On nous dit souvent, voilà, par exemple, ou les eaux qui sont usées. Donc, on nous dit souvent, prenez votre vélo, ne prenez pas votre voiture, mais j'ai jamais entendu manger différemment. Pourquoi? Il y a une très forte influence de l'industrie de la viande, tout simplement, qui, il faut dire, joue très bien à ce niveau-là, ils se maintiennent très très bien en place. Il y a déjà des chômeurs, il y en aura encore plus. Si l'industrie, c'est toute cette industrie disparaissait, oui. Mais ça serait peut-être en les gens changer, c'est sûr. Mais pourquoi on doit élever les animaux pour les tuer? On les élève pour les tuer. Oui. J'ai pas tout compris en fait. C'est comme si on fait naître un enfant, on l'élève pour le tuer, pour le manger. Avec les animaux, c'est la même chose. Oui. On élève des cochons, peut-être qu'on les caresse, et puis allez, on va les tuer pour les manger. Est-ce que quand on voit... Je vais répondre aux deux questions. C'est la même chose. Au niveau du chômage, c'est vrai que si on arrêtait d'un coup... Ah oui, pardon. Ah, ça passe vite. Hein. Si on arrêtait d'un coup l'exploitation des animaux, il y aurait un problème de chômage. C'est une évidence. Comme toutes sortes d'exploitations, si d'un coup on arrête la production d'armes, il y aurait du chômage. Si d'un coup on arrête la production de cigarettes, pourtant personne ne dit que ça fait du bien à la santé, il y a du chômage, etc. Donc si d'un coup on arrête l'exploitation des animaux, c'est le même. Par contre, si on fait une transition, par exemple, de toute façon, tous les gens ne s'arrêteront pas d'un coup d'exploiter les animaux. Mais si individuellement il y a des changements, l'industrie s'adapte. Les gens qui tuent les animaux pour les vendre, ils ne les tuent pas parce qu'ils sont
méchant, il les tue parce que ça s'achète. Donc si les carottes rapportent, ils vont vendre des carottes. C'est des capitalistes, c'est des opportunistes, c'est des commerçants, sans dire que c'est négatif, c'est des commerçants, ils vendent ce qui s'achète. Et puisque ça s'achète, ils essaient de maintenir en place le système. Donc il n'y a pas de théorie du complot, il y a juste une tentative de maintenir en place un système qui les avantage. Mais si demain, on faisait d'ailleurs on en fait aujourd'hui, mais des steaks au soja, ils vendraient du soja. Et les bouchers se transformeraient en cultivateurs de soja. Sans dire aussi que les gens qui... On peut nourrir la terre entière avec du soja. Pas avec du soja, mais on peut nourrir la terre entière avec la nourriture que nous on donne aux animaux. En fait, pour faire 1 kilo de viande, par exemple, d'ailleurs, j'ai complètement oublié, j'ai quelques diapositives, justement. Je peux vous montrer ça, justement, parce que c'est un rapport avec... Oui, tu dis avec 1 kilo de viande, qu'est-ce que... Il est 1 ? Non. Ce qu'on appelle une pyramide de l'alimentation végane. Le terme il est un peu erroné parce qu'il s'agit de dire une alimentation végétale surtout. Mais on parlait de la pollution. Il faut que je regarde. Voilà, c'est ici. Par exemple, on va parler des besoins à nous des aliments d'origine animale, ce qu'on appelle des aliments. Ça se voit plutôt bien ou... Voilà. Je vous laisse lire. C'est pas moi qui le fais, c'est une... D'accord, ok, je comprends. Ça fait un diaporama. Je sais pas comment mettre sur pause. Ouais. Je sais pas comment mettre sur pause. Peut-être comme ça. Donc c'est un organisme qui s'appelle Food Watch. C'est pas un organisme qui prône forcément le véganisme, loin de là, mais il montre la consommation, les conséquences sur l'environnement d'une alimentation, et là on parle seulement de l'alimentation, d'une alimentation d'origine animale. Voilà, je reviens à celui d'avant avec l'eau. Voilà. Donc vous voyez en fait, pour nourrir justement, quand on transforme les aliments, les végétaux par le corps des animaux, on perd, ça dépend des aliments, mais de 1 à 7 calories, 1 à 10, 1 à 15, cela dépend. Donc en fait, si on ne tue plus les animaux pour les manger, on aurait non seulement tout autant de végétaux, mais peut-être 10 fois plus. En fait, les animaux mangent énormément. Il y a 60 milliards d'aliments terrestres, et parce que les poissons ne les comptent pas, un individu ne les compte en tonnes. 60 milliards d'animaux terrestres qui mangent énormément, qui mangent beaucoup plus que l'humanité entière. Et donc si cette nourriture-là, on la mangeait directement, on serait gagnant. Après, on serait gagnant aussi au niveau de la santé. Je ne dis pas ça parce que je crois que c'est seulement juste, mais il y a des études, et de plus en plus d'études, qui prouvent que pour toutes sortes de maladies cardiovasculaires, par exemple, il est fortement conseillé de manger des produits d'origine végétale. Plus on mange des produits d'origine animale, moins on est en bonne santé. D'ailleurs, si quelqu'un se mettait à manger que de la viande et que du poisson, je pense qu'il ne vivrait pas longtemps. Alors que si quelqu'un mange que des végétaux, moi je le fais par exemple, je connais pas mal de gens qui le font depuis des dizaines d'années, ils sont en bonne santé. Donc ce qui prouve quand même aussi que si on était vraiment, et même omnivore, mais si on était vraiment carnivore, on ne survivrait pas. D'ailleurs il s'agit de voir les carnivores qui ont un intestin très court. Nous avons un intestin très long qui fait que la viande fermente notre corps et nous prend beaucoup d'énergie. Nous avons aussi des dents qui ne sont pas
vraiment faites pour déchirer un animal vivant. Les vrais carnivores, ils mangent des animaux, ils les mangent vivants, ils les tuent, mais ils croquent dedans. Ils ne le font pas cuire. Nous avons besoin de cuire souvent la viande pour pouvoir la digérer ensuite. Donc en fait, c'est presque un coup de force qu'on a fait pour faire consommer de la viande et du lait aussi, qui est assez mauvais, voire très mauvais pour notre santé. Il n'y a pas, en tout cas pas à ma connaissance, il n'y a pas d'autres mammifères au monde qui, à son âge adulte, boit le lait d'un autre mammifère. Nous sommes les seuls qui faisons ça. Donc voilà, et pour revenir, il y avait l'idée de la souffrance, par exemple, des gens. Donc vous me disiez qu'il y aurait du chômage. C'est pas si il y a une transition, mais il y a l'idée des gens qui travaillent dans les abattoirs, par exemple. Il y a des entreprises d'abattage, je ne me croyais pas sur parole, allez voir, qui remplacent 50% de leur personnel tous les ans. Tous les ans. Pourquoi? Parce que vivre, surtout travailler dans des conditions aussi horribles, des cris, du sang, de la souffrance, ce n'est pas supportable psychologiquement. D'ailleurs, il s'agit de voir les salaires qu'on offre à ceux qui travaillent dans les abattoirs sont largement au-dessus du SMIC. C'est entre 1800, 1900, 2000 euros. Pourquoi? Parce que c'est difficile de supporter une telle... Donc, même pour ceux qui vivent en tuant les animaux, ce serait une bonne chose de ne pas être obligé de faire cela. Et il s'agit aussi de voir que les gens, justement, qui travaillent dans les abattoirs, ils ont des problèmes psychologiques. On ne peut pas, si on est quelqu'un de normal, on ne peut pas faire cela en restant passif. On ne peut pas. Et ça nous atteint à un moment ou à un autre. Donc même pour eux, parce qu'à la limite la société, et je n'accuse personne, mais c'est un fait, la société se débarrasse dans un sens. Combien d'entre vous ici, combien d'entre nous, tout court, seraient aptes à tuer les animaux? Non. Bien sûr, pourquoi? Parce que vous avez une sensibilité, voilà. Le problème, c'est qu'on délègue à d'autres le sale boulot. Et ces gens-là, souvent, ils n'ont pas le choix. Ce sont des gens sans diplôme qui se retrouvent dans les abattoirs. Et on leur délègue ce que nous n'avons pas envie de faire. Donc, et si nous n'avons pas envie de le faire, c'est parce qu'on sent que ce n'est pas une bonne chose. Personne ne s'offusque à cueillir une tomate. Mais couper la tête à un animal, quel qu'il soit, ça nous touche. Pourquoi le faire à d'autres alors si ça nous touche tant que ça? J'ai compris qu'on n'avait plus beaucoup de temps, parce que j'avais deux autres, enfin même plus que deux. Parce que là j'ai complètement oublié. Je voulais vous montrer par rapport à l'intelligence des animaux. On dit souvent qu'ils n'ont pas d'intelligence, et qu'eux, par exemple, ils n'ont pas d'inventivité. Ils ne vivent qu'à l'instinct et ils ne peuvent rien inventer. Il y a des animaux qui inventent des choses. Et je vais vous montrer... Des rats et des souris, qu'est-ce que vous en faites? Moi, rien. Ben oui, mais quand on est envahi de rats, on met des cages et puis on les supprime. Hein, ça. Sinon, oui. Moi je le fais, hein, ça c'est sûr. Moi, si je suis envahi d'êtres humains dans ma maison qui me veulent du mal, j'essaye de me défendre. Donc, la légitime défense, c'est une chose. Est-ce que je suis obligé à chaque fois de tuer celui qui m'attaque? Peut-être pas. Mais il ne s'agit pas de dire, surtout pas, de se laisser envahir, de se laisser manger sous prétexte que ce n'est pas juste de tuer. Mais la légitime défense et l'attaque, c'est pas pareil. Nous, on ne se défend pas contre les animaux, on les attaque. Ils nous ont rien fait, surtout qui a été envahi par des petits moutons, sérieusement. Donc, c'est rare. Non, mais c'était pas pour vous que je le dis, mais généralement, donc, les êtres qu'on tue généralement, ce n'est pas des êtres qui nous envahissent, ce sont des êtres pacifiques. Les vaches, les moutons, les poulets, ils sont plutôt pacifiques. Donc c'est nous qui les attaquons. Après, si on se fait attaquer, si je me fais attaquer par un lion, je me défends. Si je me fais attaquer par un homme, je me défends. Le principe de la légitime défense, il est logique. Bah oui, il me mange. Et après, je le laisserai pas. Mais moi, je ne l'attaquerai pas. Donc je peux vous montrer une petite vidéo. Pour manger une viande, il ne faut pas aller en Argentine. Hein. Par exemple, Et le kilo de viande le matin
de viande de midi, 1 kilo de viande de soir. Les voitures contre la noix, cerises. Le problème, c'est exactement, ils jettent leur noix et c'est la chuite qui casse la noix. Parfois, ça ne marche pas. Et regardez, ils se servent tout simplement du passage des voitures pour que la noix se brise. Le problème, c'est exactement. Alors, à votre avis, que vont-ils faire? On va voir la réponse dans quelques temps. Ah, ils visent les passages cloutés. Absolument. Et regardez bien, parce que là, c'est vraiment assez édifiant. Le corbeau descend, il se met au niveau du trottoir, il attend gentiment. C'est extraordinaire ça. Voilà. Il traverse exactement sur le passage clouté et enfin il va accéder à sa toilette complètement en sécurité. Alors, il y a quand même, il faut dire quand même que c'est un petit montage. Donc au niveau de la BBC, c'est sûr qu'ils ont dû insérer les images de feu vert et de feu rouge. Mais ce qui est sûr, c'est que ces corbeaux ont bien repéré le passage clouté. Ils ont bien compris que les voitures s'arrêtaient à un moment donné. Ils ont bien aussi compris que les voitures écrasaient leur noix. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. On a observé vers 1600, je crois, Buffon qui parlait de ça, des corbeaux qui jetaient encore des corbeaux, mais qui jetaient des pierres dans des troncs d'arbres partant de sécheresse. Ils jetaient des pierres dans des troncs d'arbres, il y avait de l'eau au fond, ils jetaient des pierres pour faire remonter le niveau de l'eau pour pouvoir boire. Donc en fait, il s'agit de dire que les animaux, généralement, et pas que les corbeaux, sont doués de ce qu'on appelle en philosophie d'intentionnalité. C'est-à-dire qu'ils font des choses avec intention. Ils prévoient le futur. Si ce corbeau-là n'avait pas la capacité de se projeter dans le futur, il n'aurait pas été capable de faire cet acte-là. Et le fait de prévoir le futur implique énormément de choses qui sont d'une importance capitale. Cela implique la conscience du monde, la conscience des événements, la conscience de soi. Il sait que c'est lui dans le futur qui prendra ses noix ou ce qu'il fait. Il y a aussi une chose qu'on voit souvent mais qu'on essaye de nier, et cela on l'appelle la mentaphobie. La mentaphobie, c'est le refus total d'accepter que les animaux ont un esprit. Parce que ça nous gêne, Donc, il y a aussi l'idée que les animaux jouent. On a tous vu des chiens, des chats jouer. Le fait de jouer, c'est une opération cognitive extrêmement compliquée. Un être qui n'a pas conscience de lui-même ne peut pas jouer. Mais pourtant, les animaux jouent, les chiens et les chats, vous l'avez vu jouer. Les écureuils, j'en ai devant chez moi qui jouent, qui mangent. Et j'ai un spectacle tous les jours d'écureuils. C'est excellent. Ça veut dire aussi qu'ils ont le sens de symbolisme. Ça veut dire qu'ils savent qu'à un moment c'est pour jouer et à un autre moment c'est pour être sérieux. Je vais vous montrer un corbeau qui fait de la musique. Сколько опять? А я нас, наверное, это праздник волнует. Интересно, в какую сторону они сейчас? Нет, она вообще не едется что-то в эту сторону. Мы поедем, мы вообще не собираем крышечку управляем. Клювом. Хочет еще дальше. C'est vraiment très intéressant. Il y a certains aussi qui nient aux animaux la capacité d'avoir une pensée symbolique. Un philosophe contemporain qui s'appelle Alain de Benoît a cité, par contre le nom de la personne qui l'a cité, je ne me rappelle plus, qui disait que les animaux sont incapables de faire la distinction entre de l'eau à boire et de l'eau bénite, et qu'aucun animal ne voit dans la pomme le symbole de l'éternité dans le christianisme. Et bien, des choses comme ça, et même une autre expérience qui a montré que les loups étaient capables d'avoir un comportement différent suivant l'endroit dans lequel ils sont. On a mis des objets dans des endroits, par exemple, où les loups avaient l'habitude de manger, de dormir,
ou de faire leurs besoins. C'était une bassine, je crois, qu'on a mis dans chacun des 3 endroits. Et quand c'était dans l'endroit où le loup devait manger, il allait pour manger. Quand c'était dans l'endroit où il devait aller aux toilettes, il le considérait comme pour aller aux toilettes. Et quand je sais plus, pour dormir, je crois, il le considérait pour dormir. Donc, l'idée, c'est que le loup, il a été capable de voir dans le même objet des utilisations différentes et de distinguer les endroits et de se dire, comment il se le dit, on ne sait pas, mais de se dire, ici, c'est pour ça, cet objet, je l'utilise de cette manière dans cet endroit, mais d'une autre manière dans un autre endroit. C'est pour dire que les animaux sont capables d'avoir une réflexion symbolique. Certes, ils n'ont peut-être pas de théorie sur le monde, ils n'ont peut-être pas de religion, mais ils ont l'aptitude de ne pas traiter les choses de la même manière. Le chien qu'on voit souvent, des fois, il nous mord, mais il nous mordit avec les mêmes crocs avec lesquels il attaque quelqu'un. Mais quand c'est pour jouer, il sait qu'il joue. C'est aussi du symbolisme. Et cela, c'est une chose qui est assez difficilement niable, si ça se dit. On est encore dans cette idée qui affirme que seuls les hommes sont capables de passer symbolique, de jouer tout simplement pour jouer. Le plaisir d'un animal qui joue est un plaisir qui n'est pas nécessaire à sa survie, dans le sens où on peut vivre, on vit mal, c'est vrai, mais on peut vivre sans jouer. Et on dit que les animaux ne vivent qu'à l'instinct. S'ils ne vivaient qu'à l'instinct, ils ne feraient que des choses nécessaires à leur survie. Pourtant, ils font des choses comme nous, qui sont inutiles à la survie. Même s'ils améliorent la vie, si elles améliorent la vie, ils jouent. Et le fait de jouer montre que leurs capacités cognitives sont au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à maintenant. Et on découvre de plus en plus d'aptitudes des animaux. Et l'idée, c'est aussi que j'ai l'impression en fait que pour reconnaître des doigts aux animaux, on leur fait faire un défilé. Vas-y toi corbeau, vas-y toi chien, vas-y toi vache, montre-nous comment t'es bien pour qu'on te laisse vivre. Ils doivent nous prouver qu'ils ont le droit de vivre. Et comment ils doivent nous prouver? Et ça c'est un vrai problème. Nous on les analyse avec des théories humaines. Un corbeau, il doit savoir compter, mais dans sa vie il n'en a peut-être pas besoin. Pareil, on dit que, vous connaissez le test du miroir, que seulement quelques animaux ont passé avec succès, l'éléphant je crois, certains singes. Mais dans la nature, ils n'ont pas besoin de se reconnaître dans un miroir. Un chien, il est capable de reconnaître, certains chiens sont capables de reconnaître 30 000 odeurs. 30 000. Eux, ils se reconnaissent à l'odeur. C'est leur façon de se positionner. Nous, on se reconnaît avec une image réflexive du miroir. Donc, en fait, on leur fait faire des tests qui sont propres à notre espèce. Ça n'a pas de sens. Il faudrait les laisser vivre dans leur nature. Et c'est tout le travail de l'éthologie qui étudie les animaux dans leur milieu naturel et pas dans le laboratoire qui est un endroit artificiel. Les animaux, généralement, ne vivent pas dans les laboratoires. Donc, les tests qu'on leur fait faire, ce sont des tests humains. Et après, on dit, ah ben, vous n'avez pas passé le test. Oui, mais c'est un test humain, je suis désolé, moi, je suis un corbeau. Et il y a pire que ça, c'est qu'on leur fait passer ces tests, mais la décision est déjà prise d'avance. On ne veut pas leur donner des droits. Souvent, on fait passer des tests pour se convaincre encore et pour montrer encore et encore que, pour certains, d'autres, ils sont honnêtes, mais peut-être pas la plupart, mais quand même pas mal qui essaient encore et encore de montrer que, comme on fait des tests par rapport aux cigarettes, on fait fumer, on les met dans des endroits aux animaux en plus, on les fait fumer, on leur envoie de la fumée, on leur injecte de la nicotine, etc., pour prouver que les cigarettes sont nocives. On le sait depuis pas mal de temps, mais on fait encore ces tests. Et pourquoi on les fait? C'est par rapport à la loi, se rassurer, dire écoutez, les entreprises de cigarettes ont un vrai souci pour la santé publique et on essaye de trouver des moyens, etc. Donc pour les animaux, c'est pareil, on leur fait faire des tests. Mais alors la décision a été déjà prise par avance et on est en fait positionné comme des maîtres. Je parlais tout à l'heure de Hitler qui disait que celui qui n'a pas le pouvoir perd le droit à la vie.
c'est nous qui décidons qui doit vivre, qui doit mourir sur la terre, que ce soit des fois des hommes et la plupart du temps des animaux. C'est à nous qui nous revient ce choix-là. Et je pense, et en tout cas par rapport aux animaux eux-mêmes, que ce n'est pas un choix qui leur fait particulièrement plaisir et qui soit particulièrement juste. Rien ne nous permet de décider pour quelqu'un comment il doit vivre, quand il doit vivre, combien de temps il doit vivre et comment il doit mourir. Surtout qu'on a la capacité de faire autrement. Si on n'avait pas la capacité d'avoir une autre vie, de construire une autre humanité, moi je ne serais pas ici parce que déjà je ne pourrais pas vivre autrement. Mais on a la capacité et c'est le fait d'avoir la capacité qui nous engage. Comme c'est le fait d'avoir la capacité de nourrir tous les enfants du monde qui nous engage à le faire. C'est la même chose pour tous ces milliards d'êtres qui sont complètement innocents d'ailleurs. Innocents, ils sont vulnérables et qui n'ont rien demandé à personne. En conclusion, il faut faire des départ. Qu'est-ce qu'il faut faire pour laisser les animaux libres? En fait, disons que j'avoue qu'à ce niveau-là, j'ai pas, en tout cas moi, j'ai pas de solution parfaite en tout cas qui s'appliquerait tout de suite. Il ne s'agit pas, dans la cause animale, on a un terme qu'on appelle libération animale. Il ne s'agit pas de dire que tout de suite, là, il faut ouvrir surtout les appartements et laisser les chiens dans la rue, etc. Non. Mais si on change de paradigme, si on change de comportement, on pourrait, par exemple, envisager, mais là on a besoin de la volonté de tous et de l'intelligence de tous, on pourrait envisager de créer des espaces qui sont réservés à des animaux, mais comme on appelle des réserves naturelles, mais des réserves dans lesquelles les hommes n'auraient pas accès pour dominer. Je ne sais pas exactement, on pourrait aussi peut-être limiter notre expansion sur la Terre, d'ailleurs qui est une catastrophe de tous les sens du terme. On pourrait limiter notre expansion et laisser aussi une place à toutes ces espèces qui ont tout aussi le droit que nous de vivre sur la Terre. Quelle est la meilleure solution pour arriver à cela? La meilleure solution, c'est que chacun réfléchisse et y mette du sien. Moi, je n'ai pas la solution idéale. Je sais dans un sens ce qu'il ne faudrait pas faire. Est-ce qu'il faut mettre des clôtures pour entourer nos espaces de vie, ou est-ce qu'il faut mettre des clôtures pour entourer les leurs? Je n'ai pas la solution parfaite. Je ne l'ai pas. Mais je sais ce qu'il ne faut pas faire. Comment? Si on ne fait plus d'élevage. Si on ne fait pas d'élevage, disons que tous les animaux, la plupart en tout cas, 99% voire plus, que les animaux que nous tuons, ce sont des animaux que nous créons nous-mêmes. Si on ne fait plus d'élevage, il n'existerait plus, donc il resterait les animaux qui sont dans la nature. Avec ces animaux-là, pour l'instant, sauf braconnage, chasse, etc., on s'en sort pas bien, mais c'est pas la catastrophe comme l'élevage. Donc déjà, réfléchir à l'abolition, à la disparition de l'élevage, c'est-à-dire de l'acceptation légale de l'exploitation et de la tuerie des animaux. Ensuite, l'évolution ferait aussi que, du coup, on aurait peut-être plus de respect pour les autres, qui sont, c'est un label, il y a encore un label, des animaux sauvages. Voilà, je n'ai pas la solution parfaite, personne n'a la solution parfaite, quel que soit le domaine. Mais on sait peut-être ce vers quoi il faudrait tendre. Et je sais aussi qu'on a la capacité de faire cela. Moi, je l'ai. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Je n'ai pas des capacités extraordinaires. J'ai juste une conviction. J'ai juste une cohérence. En tout cas, j'essaye. Peut-être pas toujours, mais j'essaye de l'avoir. Je pense qu'on est tous capables de faire cela. Et ensemble, on pourra créer autre chose. Un monde un peu plus doux, où il ferait un peu mieux vivre pour tous, les hommes comme les animaux, parce qu'encore une fois, c'est le même domaine. Il s'agit de combattre la domination, l'exploitation des faibles, l'appropriation des êtres, l'appropriation de leur liberté, de leur fruit du travail, etc., etc. Et ça, ce serait profitable à tous les êtres, pas que aux animaux. C'est pour ça que le véganisme aussi, c'est une philosophie qui s'étend à tous les êtres sensibles.
il y a la sentience, et il n'y a pas de raison d'exclure l'humanité de cela. Les hommes, ce sont des animaux comme les autres, et ils ont le droit de vivre aussi, ils ont le droit d'être heureux, le droit d'être libre. Et ce droit-là, il doit être défendu aussi fortement que le droit de tous les autres êtres. On n'est pas supérieur, on n'est pas inférieur, on est égaux en droits fondamentaux, et il y a de la place sur la terre pour tout le monde. Pour tout le monde. Comme disait Gandhi, sur la terre, il y a suffisamment de place pour les besoins de chacun, mais pas assez de place pour l'égoïsme de tous. Et si les animaux pouvaient parler, peut-être qu'ils nous diraient « faites-moi d'enfants et laissez-nous un peu plus de place ». C'est vrai. Moi, j'ai pas d'enfant, mais les animaux parlent. Parce qu'un monde sans animaux, ça serait terrible. Hein. Ah non, surtout pas. Mais un monde sans animaux tués et exploités, ce serait... Disons que les animaux nous parlent, mais ils ne nous parlent pas avec notre langage. La peur, c'est un langage. La fuite, c'est un langage. Le fait de lécher une main, c'est un langage. Ils ont un langage, mais on ne les écoute pas. On ne les écoute pas. On leur dit, ah bah si tu ne parles pas français ou anglais ou allemand, c'est que tu ne veux rien, c'est que tu ne comprends rien. Ils nous parlent, mais on ne les écoute pas. Bah oui. Et ça se fait, ça se fait. Alors, d'un autre côté, il faut admettre une chose, c'est qu'on a complètement détruit l'équilibre naturel. Bon, imaginons qu'on ait réintroduit le loup comme il était dans les années 12, 13 ou 1400. Donc ça veut dire que ce loup amenait cet équilibre naturel. Donc là, on n'a plus que des animaux d'un seul coup qu'on met dans la nature, qui étaient des animaux d'élevage, mais il n'y a plus personne pour faire respecter cet équilibre naturel. Puisqu'on a supprimé les animaux qui les chassaient, donc l'équilibre il est rompu. Ça va être difficile. Ah, mais à la possible une détenue, enfin, ça c'est, je suis d'accord. Ah, mais si on n'y croit pas, c'est foutu, hein. Ça c'est l'évidence. Qui n'y croit pas, il n'a pas de place. Ah bah. C'est dans tous les domaines, politique. Oui, non, mais c'est certain. Hein. C'est sûr qu'il faut se battre. Hein. Tout à fait. Et comme disait un auteur sud-américain, je crois, quand on rêve seul, ça reste un rêve. Si on rêve ensemble, ça devient le début de la réalité. Donc, c'est vrai que c'est difficile, mais en même temps, c'est pas si difficile que ça si chacun y met un peu du sien. Ce monde-là, c'est nous qui l'avons créé, et c'est nous qui le dirigeons au fond. Nous sommes des millions, après on peut dire qu'il y a des grands dirigeants qui prennent des décisions, mais nous sommes des millions, des milliards, eux ils sont quelques-uns. Si nous, vraiment, on prenait certaines choses en main, et si on osait être vraiment ce qu'on veut être, je pense qu'on pourrait changer énormément de choses. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup aussi. Merci à vous. C'est sûr qu'il faut continuer comme ça pendant des heures, c'est pas un problème. Alors, juste une toute petite anecdote. Il y a 12 à 15 ans, l'UTL, nous avons été visiter le domaine de Grosbois. Le domaine de Grosbois, c'est un champ de course, en fait, qui sert à tout ce que les chevaux fassent les minima pour pouvoir faire les courses à Longchamp, Maison Lafitte et autres. Hein. Donc, excessivement important. On avait un ex-jockey ou autre qui nous pilotait. Et j'ai posé la question en disant, mais les chevaux de course, une fois leur vie de cheval de course, qu'est-ce qu'on en fait? Il dit, bah, c'est simple, si vraiment c'est un très très bon cheval, c'est un étalon ou une jument, bah, ma foi, elle va pour la reproduction. Mais les autres, bah, on m'a dit, bah, les autres, ils partent en boucherie. Bah, j'ai dit, oui, d'accord, mais de temps en temps, est-ce qu'on bouffe un jockey? Ah oui.
d'accordo, je prends les basses, hein. Complètement, oui, complètement. Alors, dans un autre ordre d'idée aussi, en parlant d'intelligence, j'ai eu un ami qui est décédé depuis, qui a été dans les années 60 au Crédit Lyonnais, qui s'appelait André Gaume, et qui avait un boxeur. Alors, en bon banquier, son boxeur, il lui a appris à compter jusqu'à 10. Alors, comment est-ce qu'on peut apprendre à compter à un chien? C'est simple, hein. Il montrait 4 doigts, et le chien, il aboyait 4 fois. Il montrait 6 doigts, et puis le chien, il aboyait 6 fois. Et je peux vous dire que, bon, chez eux, pour en arriver là, l'animal, il n'a jamais été maltraité. Hein. Parce que, bon, maltraiter Sultan, ça aurait été un crime de lèse-majesté. Mais il lui avait appris à compter. Bon. Dans un autre ordre d'idée, en réflexion, nous, on a eu, j'en ai moins maintenant, mais on avait